Ah là 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 là. Je l'avais annoncé, hein. Salut à tous, c'est Zaku, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'épisode 7 de koh le Feu Sacré. Un épisode qui marque le retour d'un personnage de cette saison, le bien nommé Rudy. Un épisode sinon qui est en demi-teinte, marqué par d'excellentes choses, mais aussi des choses un peu moins bonnes. On va voir ça tout de suite. C'est parti. L'épisode est en fait assez difficile à analyser puisque il est surtout marqué par un seul grand événement qui est le retour de Rudy. Mais je pense que j'en ferai une section dédiée à la fin de la vidéo. Donc je vais essayer de parler des choses un petit peu moins importantes. L'épreuve de confort d'abord. L'épreuve de confort était la fameuse épreuve des élastiques. Épreuve qui est vraiment sympathique à regarder. En général, on voit bien les candidats qui souffrent le martyre pendant qu'ils tirent l'élastique. Mais c'est aussi une épreuve qui peut apporter des blessures. On l'a pu le voir dans l'île des héros avec Sarah, par exemple, qui s'était blessée au ventre à force d'avoir trop tiré l'élastique. Mais là, c'était une épreuve plutôt sympathique à regarder, puisque assez serrée au début, et à la fin, les jaunes ont totalement dominé les rouges. Cette épreuve était intéressante, juste par rapport à une chose, c'est qu'on a eu des mauvaises performances du côté rouge, mais des mauvaises performances individuelles, notamment de la part d'Esteban et d'Anne-Sophie. On a notamment Quentin qui est très remonté à la suite de leur mauvaise performance et qui va clairement se plaindre que son équipe est nulle aux épreuves, etc. Alors moi, Quentin, j'ai pas trop aimé sa réaction, puisque en fait j'avais l'impression que sur l'épreuve, il ne se donnait pas à fond. Il était tout le temps le premier à se relever, il était à l'arrière de l'élastique, et j'imagine que c'est beaucoup moins difficile, parce que lui, il avait jamais l'air épuisé, jamais l'air de souffrir, alors que un Esteban qui, certes, n'a pas du tout adopté la bonne stratégie en se mettant à ras du sol, etc., lui au moins, il souffrait le martyr et ça se voyait, et vraiment, à chaque fois qu'il attrapait un truc, il avait vraiment du mal à se relever, etc. Donc on voyait qu'il faisait des efforts. Donc voir Quentin, qui n'était même pas essoufflé à la fin de l'épreuve, se plaindre des autres, ça m'a un peu saoulé. Après, son équipe lui a pas fait de remarques concernant ses performances, donc j'imagine qu'il s'est donné à fond et qu'il a été utile. Mais voilà, j'ai toujours l'impression que Quentin se plaint alors qu'il est bah pas non plus incroyable aux épreuves, et que j'ai plus l'impression que c'est Frédéric, Clémence et Elena qui tiennent l'équipe à bout de bras, alors que Quentin, Anne-Sophie et Esteban ont un peu plus de mal. Par contre, la mauvaise performance d'Anne-Sophie est indéniable, et ce sur quasiment toutes les épreuves. Son équipe lui met enfin en face des yeux, et elle le prend mal. Elle va s'isoler du reste de l'équipe durant tout l'épisode, et j'ai envie de dire, c'est mérité. C'est mérité parce que Anne-Sophie, depuis le début, elle vante un pseudo-mérite qui n'a absolument aucun sens. Elle élimine des candidats qui sont certainement meilleurs qu'elle aux épreuves depuis le début, et elle impose à son équipe ce vote au mérite. Et donc du coup, bah c'est normal que ça se retourne contre elle au bout d'un moment, sachant que c'est certainement la plus mauvaise aux épreuves depuis un long moment dans l'aventure. Ça m'étonnerait qu'Anne-Sophie puisse tenir longtemps encore dans le jeu, vu son isolement et vu qu'elle n'a pas d'allié. Je pense que sa sortie est vraiment très proche. En tout cas, elle ne sort pas cet épisode, donc la scène montrant son isolement ne va pas être inutile pour la suite. Pendant ce temps-là, sur le camp rouge, on a Rudy qui fait évidemment forte impression avec son retour. L'équipe jaune est vraiment terrorisée par son retour. Ils disent plusieurs fois qu'ils sont vraiment effrayés par ses stratégies et que jusque-là ils avaient pu jouer sans trop faire de strat et que là Rudy va leur imposer de la stratégie. Bon, je trouve ça marrant de dire ça dans une saison qui se veut quand même assez stratégique. On remarque bien que l'équipe jaune et l'ancienne équipe jaune étaient vraiment des candidats qui étaient pas trop dans ce domaine et que tous les candidats intéressants niveau stratégique étaient regroupés chez les rouges avec Alexandre, Elodie et Rudy. Rudy, sachant pertinemment qu'il ne pourra pas s'intégrer en quelques jours, décide du coup d'aller chercher une arme et de passer tout son temps à en chercher, chose qui lui sera reprochée par ses camarades. Je peux comprendre qu'on puisse lui reprocher de vraiment être H24 sur le camp. Ça doit être assez pesant d'avoir quelqu'un qu'on nourrit et qui vient même pas manger avec toi. Pour le coup, je comprends un peu l'équipe jaune, ça doit être un peu saoulant. Mais après, je me mets aussi à la place de Rudy. Tu reviens dans l'aventure, dans une équipe qui te déteste et qui a trop peur de toi. Et ta seule chance de survie, c'est de trouver une arme. Bah, moi aussi, je passerai mon temps en forêt en fait. Donc, pour moi, les deux parties sont acceptables. Et même le fait que les jaunes triangulent en permanence Rudy en forêt, à 2, à 3, pour vérifier qu'ils ne trouvent rien,
On pourrait trouver ça abusé, mais bon, dans une situation comme ça, c'est logique d'empêcher quelqu'un de trouver une arme. Donc pour moi, il y a eu quasiment que des réactions logiques sur le camp. Personne n'a été trop con, personne ne s'est plaint pour rien. Toutes les plaintes étaient plutôt logiques. Donc ouais, ça fait plaisir. Après, évidemment, j'étais beaucoup plus du côté de Rudy, parce que j'avais envie qu'il retourne la situation qui semble désespérée. Il est tout seul dans son équipe. En plus, il le fait en sourire. Donc ça fait très plaisir à voir, c'est pas quelqu'un qui se démoralise. Donc on a évidemment envie de le soutenir. On peut maintenant parler un peu de l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité, j'ai vraiment bien aimé. Je pense même que j'ai préféré à l'épreuve de confort. Je trouvais l'épreuve très intéressante dans son principe, puisque les candidats devaient porter l'un des leurs au-dessus de leur tête. Et le candidat qui était porté, il avait des petits parcours aériens. Et voilà, moi je trouvais ça intéressant. Je pense que c'est le genre d'épreuve que j'adorerais faire du côté être porté, parce que je pratique un peu d'escalade, etc. Donc j'aime beaucoup ce genre d'épreuve, et ça demande un peu de cohésion, etc. Bon après l'épreuve était pas non plus très difficile, physiquement j'ai l'impression. Mais voilà, c'est une petite épreuve sympathique, et qui se finissait par un puzzle. Et c'est cool que certaines épreuves se finissent par des puzzles, ça permet d'équilibrer un peu les niveaux. Après, les puzzles pour le téléspectateur, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Là ça va, le puzzle il était assez visuel, mais un puzzle on a du mal à se mettre dedans en tant que téléspectateur parce que c'est difficile de savoir pour les puzzles si les candidats ils avancent vite ou s'ils sont vraiment nuls. En général il peut se démarquer un ou deux candidats qui semblent être plus forts que les autres en puzzle, mais c'est difficile d'évaluer les performances individuelles de chacun. Là on a pu voir que Gilles et Frédéric semblaient être les meilleurs de leur équipe au puzzle, mais bon voilà, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire sur cette partie de l'épreuve. Gilles, encore une fois, qui démontre qu'il est très bon en logique. Il avait déjà réussi le premier puzzle de la saison, à l'épisode 2 ou 3, je me souviens plus trop. Et là, c'est encore lui qui a un peu mené le puzzle. Donc on peut s'imaginer que c'est un domaine où Gilles est encore une fois très bon. Et s'il y a des épreuves de logique post-réunif, il a moyen de s'en sortir bien. Notamment sur les épreuves éliminatoires qui sont souvent sur des épreuves de logique ou d'adresse. L'équipe rouge l'emporte d'assez peu sur l'équipe jaune, ce qui permet d'avoir un conseil un peu plus palpitant, puisque Rudy avait trouvé une arme, le détournement, et donc avait moyen de s'en sortir, alors que du côté rouge, je pense qu'Anne-Sophie aurait été éliminée à l'unanimité, et ça aurait pas été très intéressant. Et là, on va passer à la partie la plus intéressante de l'épisode, puisque jusque-là, l'épisode n'était pas incroyable, à part sur les parties concentrées sur Rudy. Et là, on va avoir que ça, du Rudy, du Rudy, du Rudy, ce qui va faire passer l'épisode de moyen, voire nul, à un épisode vraiment correct, voire très bon. Ah là là, Rudy, qu'est-ce que tu nous as offert? Car ouais, comme je l'ai dit précédemment, Rudy a trouvé une arme, le détournement de vote. Arme qu'il avait déjà eue sur le camp rouge, on s'en souvient, mais qui n'avait pas pu lui être utile. Le détournement, c'est une arme très importante, puisqu'elle permet d'avoir un différentiel de plus 2 sur les votes. Là où le double vote, c'est qu'un différentiel de plus 1. C'est-à-dire qu'il retire un vote à l'adversaire et il gagne un vote pour lui. C'est vraiment, je pense, la meilleure arme après le collier d'immunité. Mais Rudy va aller plus loin que ça. Il sait pertinemment qu'il n'arrivera pas à convaincre les autres de ne pas l'éliminer. Donc il va être cash, il va directement dire « J'ai 2 armes, donc sortez quelqu'un d'autre, parce que sinon c'est l'un de vous qui sort. » 2 armes? Et ouais, parce que Rudy a gardé l'étui de son ancienne arme. Il a donné l'arme à Denis, mais l'arme est rangée dans un étui, et il a gardé l'étui. Donc il a pu faire croire qu'il avait 2 armes. Et pour montrer sa bonne foi, il a montré son détournement qu'il venait de trouver à l'équipe. Et il a justifié le fait qu'il montrait pas la deuxième arme en disant que c'était un indice pour le collier d'immunité et que s'il l'a donné, bah c'était con quoi, parce qu'il allait donner l'indice à tout le monde. C'est extrêmement malin, tout le monde tombe dedans. Et moi ce que j'aime particulièrement avec ce jeu, en plus du fait que ce soit nouveau et que ce soit très audacieux, c'est le fait qu'il joue vraiment avec les règles du jeu, et pas qu'avec les armes. C'est-à-dire que là, il a joué avec l'étui de l'arme, et pas avec l'arme en elle-même. Et plus tard dans l'épisode, pour faire croire qu'il avait trouvé le collier d'immunité, il a joué avec une corde de coquillage qui était pendue au coffre sur l'île. Il joue avec les décors qui sont mis par la production. C'est incroyable, je trouve. C'est enfin une nouvelle manière de jouer dans koh-lanta. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Je pense qu'un candidat
aussi innovateur dans sa manière de jouer. Je pense que le dernier candidat, ça devait être Maxime en 2011. Et Maxime était déjà un cas unique quand il est apparu en 2011 à Raja Ampat. Donc est-ce qu'on n'aurait pas là le stratège le plus ambitieux depuis Maxime? Maxime qui, je le rappelle, la première saison des colliers d'immunité avait créé un faux collier. Donc il était déjà super loin, parce qu'un faux collier, ça n'avait pas été répété jusqu'en 2018 avec Ravière. Maxime était déjà super loin, mais là Rudy va encore plus loin. C'est assez fou, surtout que son bluff va fonctionner. L'équipe jaune va totalement tomber dedans. Ils vont passer leur temps à le surveiller et pas à chercher le collier. Et donc du coup, ils perdent un temps monstre. Ça empêche tout le monde de chercher le collier parce qu'ils se disent que Rudy l'a peut-être déjà trouvé et qu'il faut d'abord le surveiller, alors que lui va chercher dans des zones qui n'ont aucun sens, etc. Vu qu'il est suffisamment malin avec ses coquillages, il va faire croire qu'il l'a trouvé sous les yeux de tout le monde et il va faire du bruit et il va montrer à Nicolas que il a un truc en forme de coquillage avec des cordes. Donc du coup Nicolas va vraiment tomber dedans et va dire non c'est bon j'ai vu le collier, il l'a, etc. C'est vraiment une stratégie incroyable et franchement Rudy nous a régalé. Faut vraiment se rendre compte qu'à ce moment-là, Rudy il est tout seul et il a 6 personnes sur lui et qu'il arrive à vraiment tous leur faire peur. Malheureusement, la stratégie, aussi bonne soit-elle, aussi parfaite soit-elle, parce que oui, je pense que vraiment c'était une stratégie parfaite et que Rudy pouvait pas faire mieux, elle n'est pas suffisante, pour plusieurs raisons. 1. Rudy n'a pas d'allié. Donc au maximum, il n'aura que 2 votes qui iront dans son sens, et c'est largement pas suffisant, puisque les jaunes sont 6, et donc ils peuvent totalement split les votes. 2. Les jaunes possèdent le feu sacré, qui est une arme trop forte, surtout quand elle se trouve chez la majorité, puisqu'elle est jouée après les colliers d'immunité. Donc quand on réfléchit 2 secondes, avant le conseil, on se doute de ce qui va se passer, et que Denis va demander si Rudy a un collier, il va révéler qu'il en a pas, et donc du coup, après, c'est carte libre pour le talisman, pour protéger qui ils veulent, et donc potentiellement sauver la personne. Et 3. Tania et Julie, qui sont totalement isolées dans l'équipe, qui vont bientôt se faire sortir, qui sont les prochaines sur la liste, n'ont pas voulu, j'ai envie de dire porter leurs couilles, pour se joindre à Rudy et renverser la situation, alors qu'elles auraient pu, elles auraient largement pu. Il manquait qu'un allié à Rudy pour pouvoir faire ce qu'il voulait. Avec un allié supplémentaire, il était sûr d'éliminer la personne qu'il voulait. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est que Tania, qui est la seule à se douter que Rudy n'a pas de collier d'immunité, va organiser une stratégie et un split des votes, puisqu'à la base, je l'ai appris juste avant de tourner la vidéo, les jaunes ne voulaient pas split les votes et voulaient mettre tous leurs votes sur Tania parce qu'ils avaient trop peur du collier de Rudy. Mais c'est Tania qui va organiser les votes en disant non, mettez la majorité des votes sur moi si vous voulez, mais mettez une grande partie sur Rudy. Le talisman se joue après les colliers, donc à ce moment-là, Gilles, tu verras que Rudy n'a pas de collier, et donc tu me protèges, et on sort Rudy. Stratégie qui est excellente, qui est vraiment de la logique basique, mais je pense que les candidats sont trop fatigués pour réussir à avoir cette logique qui est pourtant assez simple, parce que même moi qui suis pas totalement dans le jeu et qui n'ai pas toutes les interactions sociales, puisque je suis pas sur le camp, donc c'est difficile de savoir qui s'entend avec qui, etc. J'y avais pensé. C'est-à-dire que, épisode précédent, je l'avais dit, si Rudy ne trouve pas un allié, c'est foutu en fait. Pour moi, la seule manière qu'il avait de s'en sortir, c'était de trouver un collier, ou alors de trouver une arme et un allié. Sachant que Tania ne veut pas s'allier avec Rudy parce que la dernière fois qu'elle l'a fait, elle est sortie, c'était quasiment mort. Et Julie, pour moi, elle est trop suiveuse. Depuis le début, on la voit pas, ce qui est souvent synonyme de personnage un peu suiveur. Et je pense que, comme dirait Moundir, tu lui donnes un bonbon, elle fait 15 bons. Donc tu lui offres à peine 6 jours supplémentaires sur le camp, elle accepte, plutôt que de tenter d'aller jusqu'au bout avec Rudy. Donc voilà, c'était compliqué avant le conseil, il aurait fallu une erreur massive des jaunes pour que ça passe. Mais ça a failli passer, s'il n'y avait pas eu Tania. Et donc au conseil, il s'est exactement passé ce qui était prévu. Les jaunes splittent les votes entre Tania et Rudy en mettant 3 votes sur Rudy et 2 votes sur Tania. Rudy est obligé de suivre sur le vote Tania parce que sinon, c'est complètement débile, c'est lui qui sort. Parce qu'il aurait mis par exemple 2 votes sur Nicolas, il y aurait eu 2 votes Nicolas, 2 votes Tania et 3 votes sur lui. Donc c'était complètement con, il est obligé de suivre sur Tania. Il révèle qu'il n'a pas de collier. Et enfin, Gilles protège Tania.
Beaucoup ont dit que c'était un coup magistral de la part de Gilles, alors que il a avoué en interview que lui-même était perdu et que c'est Tanya qui lui a totalement dit de la protéger parce que lui comprenait pas grand-chose. Tanya est protégée, du coup il ne reste que les votes sur Rudy. Avec 3 votes, il est éliminé et la vache, c'est tellement pas mérité. Rudy a joué vraiment parfaitement cet épisode, il n'aurait pas pu mieux faire. Je pense que beaucoup vont dire qu'il a pas du tout été voir Tanya et Julie pour essayer de se sauver. Et moi je pense qu'il a été les voir, mais juste que ça n'a pas été montré à l'image parce qu'elles ont directement refusé. Et c'était pas intéressant à montrer. Parce que ça aurait directement dit que Rudy était éliminé. Mais ouais, je suis dépité. Mais en même temps, à la fin de l'épisode, j'étais assez heureux. On nous a offert vraiment du spectacle durant cette fin d'épisode. Rudy a joué de manière audacieuse et parfaite. Et franchement, que dire de son parcours, à part que c'est vraiment le candidat de cette prémerge, et que je pense que ce sera le candidat le plus marquant de cette saison. C'est en tout cas le cas pour le moment. J'espère que ça va le durer par la suite. Enfin, non, plutôt j'espère pas que ça va durer, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a aucun candidat qui arrivera à son niveau par la suite, et c'est un peu triste en vrai. C'est vraiment un candidat dont je vais me souvenir. J'espère vraiment qu'ils le reprendront pour un All-Star, comme Martin, parce que ouais, il a des choses à offrir. En plus, il est pas non plus en mauvaise condition physique. On se plaint beaucoup de ses performances sur les épreuves, mais en vrai, il était pas à la ramasse non plus. Il avait peut-être un plus faible niveau aquatique, mais il pouvait offrir quand même de la force physique, etc. C'est pas un stratège qui est nul physiquement. Et moi, je pense qu'avec avec sa tchatch, avec sa force, etc., il aurait moyen All-Star de pas mal briller. Même si, du coup, son jeu est un peu dévoilé. Mais dans cette saison aussi, il a dévoilé très vite son jeu. Donc dans cette saison aussi, les candidats savaient à quoi s'attendre et il a quand même réussi à les surprendre et il a quand même réussi à faire du jeu même en étant dévoilé stratège très très tôt. Comme quoi, je l'avais dit, se dévoiler stratège très très tôt n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut toujours apporter des trucs. Et franchement, si le coup de Rudy passait aujourd'hui, si par exemple Tanya avait été avec lui et ils avaient éliminé, je sais pas moi, Nicolas, Grace ou Gilles par exemple, si Tanya avait demandé à Gilles de la protéger et ensuite avait voté avec Rudy contre Gilles, non, ça aurait été incroyable comme blindside, et là ça aurait été certainement le plus beau coup de l'histoire de koh. Même une élimination de Nicolas ou Grace, qui pour moi sont fédérateurs et leaders de l'équipe jaune et des ex-jaunes, ça aurait été incroyable et je pense que ça aurait mis sacrément le boxon. Vraiment, ils auraient pu retourner totalement le jeu et je trouve ça un peu dommage en vrai. C'est mon seul regret, c'est que Tanya et Julie ont préféré jouer la sécurité et gagner que quelques jours plutôt que d'essayer de totalement renverser la situation et tout perdre quoi. Bref, un épisode qui aurait vraiment été très nul s'il n'y avait pas eu Rudy, mais heureusement, Rudy était là et a totalement carry l'épisode à 100%. Son coup, je trouve, il s'approche pas mal de ce qu'avait tenté Victor dans la guerre des chefs, c'est-à-dire de dévoiler ses armes et de dire de pas voter contre lui, et potentiellement garder son arme plus tard, à la différence près que Victor l'avait un peu moins bien fait parce que lui, c'était un collier d'immunité, et du coup, rien n'empêchait les rouges de split les votes dans son équipe. Là où Rudy, le fait qu'il ait 2 armes, ça faisait encore plus peur, et donc les jaunes avaient vraiment peur de split. Et s'il n'y avait pas eu Tanya, qui semble être la seule un minimum intelligente dans cette équipe, pour dire mais attendez, on a juste à split et à me protéger et puis c'est gagné, je pense que ça aurait été un coup magistral. Et voilà, je regrette pas du tout cet épisode. Il m'a donné le smile. Même si bon, encore une fois, on perd un candidat extraordinaire. Et j'ai très peur pour la suite. Je pense vraiment que là, les rouges vont se faire décimer un par un. Et j'en parlerai un peu plus dans une vidéo débrief de la pré-réunification. Où je donnerai mon avis sur les candidats, sur ce qui s'est passé, etc. Et mes prédictions pour la suite. Mais à mon avis, les ex-rouges va pas rester grand monde à la fin. Je pense que dans 2-3 épisodes, il y a quasiment plus personne. Mais ouais, c'est la fin de la review. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle review. Allez, bye tout le monde.